Nous sommes très heureux de recevoir sur ce plateau Madame Valérie Naranjo, que je vous demande d'applaudir très fort. Madame Valérie Naranjo, qui est donc artiste, voilà, elle est aussi, il faut le dire, professeure d'université à New York. Donc elle est américaine, elle est venue spécialement pour participer à un festival. Elle n'a rien entendu de ce que j'ai dit. How are you? Fine, very fine. And we are very happy to receive you in this TV show. Thank you so much, all of you, for being here. And how did you learn the balafon? Comment avez-vous appris à jouer du balafon? When I was a small girl, my father used to take me, I lived in the United States, and he used to take me to Mexico to hear the marimba. Yes. And I loved the instrument, but I didn't care for the music. Alors, si j'ai bien compris, lorsqu'elle était très jeune, donc petite fille, son père avait l'habitude de l'envoyer à Mexico pour participer à... Marimba. Marimba. What is marimba? Marimba is the child of the Gio. It's the American version that came in later years. Donc son père la conduisait à Mexico pour aller participer à des spectacles de marimba. Le marimba, c'est une sorte de balafon à la version locale, version américaine. Et elle a vraiment kiffé cet instrument-là. C'est de là que tout est parti. So I loved the instrument, but I didn't care that much for the music. So I was listening to American groups like Parliament Funkadelic and Earth, Wind and Fire. Ok, elle écoutait l'instrumentation, le jeu d'instrument, mais elle n'en savait pas grand-chose. Et pour pousser sa curiosité, elle s'est mise à écouter un groupe américain qui s'appelait Parliament. Funk. Yeah, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. In my heart, I said, I wish the marimba players in Mexico could play like Parliament Funkadelic. Elle souhaitait que les joueurs de cet instrument-là, marimba, à Mexico, puissent jouer comme le groupe Parliament Funkadelic. Voilà. Thank you very much, Valérie Naranjo. Et je rappelle qu'elle est venue participer au festival, c'est le festival des danses traditionnelles du Bukani. Thank you, and good luck for your participation of this festival. Thank you. Thank you very much. It's a real honor. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas parler de danse, voilà. On ne va pas parler de danse, mais on va plutôt parler d'une science qui est très proche de la médecine. Il s'agit bien sûr de la kinésithérapie. Eh bien, la kinésithérapie qui est une spécialité paramédicale et qui permet de travailler sur différentes formes de rééducation. Malvoyant, j'ai perdu la vue, mais pas ma passion pour la kinésithérapie. C'est le thème retenu pour ce jour. Et mesdames et messieurs, ensemble, nous allons accueillir nos invités témoins, monsieur et madame Dali. Alors, Jean-Michel, on va dire au revoir à notre invité. Jean-Michel. Michel, vous passez là, les invités vont s'asseoir. Monsieur et madame Dali qui vont donc nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Ça va? Monsieur Dali, installez-vous. Vous pouvez remonter un peu vos pieds, voilà. Alors, madame Dali, cette chaise est la vôtre. Et voilà. Nos invités sont installés. Il était prévu qu'on reçoive seulement monsieur Dali Gogo. Mais voilà, sa femme est toujours avec lui et il a souhaité qu'elle soit à ses côtés pour avoir beaucoup plus d'inspiration. Soyez les bienvenus dans cette émission. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Alors, docteur Philo, malvoyant, j'ai perdu la vue, mais pas ma passion pour la kinésithérapie, thème retenu pour ce jour. Alors, docteur, vous avez toujours votre mot. Ah, vous êtes entre vos collègues, oui, hein? Entre voilà. collègues, donc, On retrouve tout de suite Philo.
perdre la vue et avoir toujours cette passion de la... Comment on appelle déjà la kinésithérapie. La kinésithérapie, voilà. Moi, c'est l'aspect massage là, en fait, qui m'intéresse dans la chose. Voilà, je vais dire que ce thème est le bienvenu parce que ça va mettre en garde tous ceux qui ont perdu la vue et qui se résignent en victime. Et comme on le dit, les amis de la vie sont là, perdre la vue, c'est pas perdre la vie également. Donc, je vais dire que c'est très important. Oui, c'était bon. Quand même, ce que je dis, elle était toujours censée ici. Je vais dire que, selon mes recherches, c'est que la kinésithérapie, à travers le massage, c'est une spécialité paramédicale. Donc, on dit paramédicale, ça va au-dessus de la médecine. Non, non, c'est plutôt à côté. Donc, voilà, quand on dit para, voilà. Voilà, c'est à côté. Non, mais je me réfère aux parachutistes. Quand on dit quelqu'un... Non, c'est très philosophique. Dans ce sens, ça veut dire que c'est proche. Madame Da Silva n'est pas philosophe. Donc quand on dit, chez nous les philosophes, c'est dans le langage philosophique. Oui, c'est dans le quand on dit paramédical, je me réfère aux parachutistes. Donc quand on fait parachute là, c'est-à-dire on va au-delà de la chute, on est en haut. Donc paramédical, c'est au-dessus de la médecine. Okay. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais dire que c'est des gens qui sont... C'est bien, deux trucs. Je vais dire, c'était avant. Moi, j'aime pas qu'on dise nos voyants, ils font ça comme nous, les autres. Non, non, non. C'était avant. Les choses ont tellement évolué. À l'époque, quand vous allez à l'Institut des aveugles à Yopougon, au feu, c'était des embouteillages. Parce que les non-voyants, chaque fois, pour traverser, c'était des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est les non-voyants qui interpellent les automobilistes. Mon frère, tu n'as pas vu le feu qui est là. Parce qu'ils sentent plus. Ils sentent plus. Oui. Voilà. Ils sentent plus. J'en connais. Je ne veux pas... Oui, ils sentent plus la chose. Je ne veux pas. Des non-voyants à la psychologie qui jouent d'âme, qui gagnent, ceux mêmes qui sont voyants, ils sentent la chose. Et je préfère qu'un non-voyant même soit masse. C'est-à-dire qu'il vit la chose. C'est-à-dire lui, il vit. C'est-à-dire il vit. Et ses sens sont beaucoup plus développés. Oui, voilà, les sens sont beaucoup plus développés. Même quand il te masque, quand il touche un bouton, il prend ça de façon philosophique. Par contre, celui qui est voyant, quand il voit un bouton, il va dire, ton bouton là, quoi ça, il n'y a plus besoin de te masquer ici. Oh, lui, il dit la chose. Voilà. L'invité est mort de Et donc, j'ai dit que vous avez perdu la vie, mais la vue, pardon, mais vous avez perdu la vue, mais vous avez une autre vision. C'est ce qui est le plus important. Merci, mon docteur préféré. Un non-voyant peut-il être excellent en kinésithérapie ou un non-voyant peut-il être un excellent kinésithérapeute? C'est la question du micro-trottoir et voici des réponses. Écoutons ensemble. Oui, je pense qu'un non-voyant peut être un excellent kinésithérapeute parce que maintenant les instituts, on les forme vraiment très bien. Ils ont leur façon à eux de pouvoir étudier, lire. Je pense que c'est possible. Je pense bien qu'un non-voyant peut être kinésithérapeute. Dans la mesure que ce métier, on n'a pas besoin de forcément voir où est ce métier. Et j'ai un ami aussi qui m'a dit, il a entendu parler d'un monsieur qui habite à Angré, qui exerce ce métier de kinésithérapeute. Donc pour moi, un non-voyant peut être un kinésithérapeute. Le boulot ne consiste pas forcément à voir, c'est de toucher. C'est comme un aveugle qui est pianiste, qui est guitariste. Donc je crois qu'un aveugle peut être un kiné, un bon kiné. Le kinésithérapeute étant quelqu'un qui devra s'occuper de la rééducation de quelqu'un qui a fait un accident, de la remise en forme, je sais pas moi, peut-être d'un athlète ou bien de quelqu'un qui a eu un accident. Bon, je me pense qu'avec ses sens, le toucher, on n'a pas forcément besoin de la vue pour être un excellent kinésithérapeute. Donc je pense que déjà c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai entendu parler d'un monsieur comme ça, qui est très excellent. Du côté de Vallon ou bien Angré, par là. Et voilà. Monsieur Dali Gogo, notre invité, il faut dire que c'est un excellent kinésithérapeute et un homme important de ce pays. Il a été, depuis 2015, il est le dirigeant du centre kiné médical, j'allais dire. Il a été président de la Caisse de solidarité, médecine physique et réadaptation, MPR Vivre Debout, et le premier président de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes. Vous êtes marié et père de 5 enfants avec votre charmante épouse qui est juste à vos côtés. Il faut dire que M. Dali Gogo, c'est plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la kinésithérapie. Ça s'applaudit. Merci infiniment. Et encore plus, lorsque nous savons que vous avez été pratiquement toujours, vous avez été malvoyant depuis votre enfance et en classe de terminale, vous perdez, on va dire,
80% de votre acuité visuelle. Et finalement, vous allez définitivement perdre la vue, mais cela ne va pas vous empêcher de réaliser votre plus grand rêve, celui de devenir médecin. C'est bien cela. Tout à fait. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Je pense que tout a été bien résumé dans le micro-trottoir. L'exercice de la kinésithérapie par le non-voyant, excellent ou pas excellent, tout est dans votre intelligence. Il faut déjà faire de bonnes études. Il faut faire de bonnes études. Il faut avoir au moins un bac scientifique. Et puis faire des études universitaires d'au moins 3 ans dans une école hautement spécialisée dans le domaine avant d'être sur le terrain. Et c'est une longue pratique qui amène effectivement à parfaire ces pratiques. Et donc, ce que vous dites est exact. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ce domaine? Alors, dans ce métier, il faut déjà dire que moi, j'avais la vocation de faire des études de médecin. Et naturellement, avec les problèmes visuels, déjà, j'avais compris qu'il fallait changer de vocation. Et donc, c'est avec quelques recherches que je suis tombé sur ce métier et qui se rapproche du domaine de la médecine. Et puisque directement, ça m'insère dans une équipe médicale, ça me permet de travailler avec les hautes sommités de la médecine. Et donc, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à foncer dans ce métier. Et aujourd'hui, je pense que j'ai eu raison. Parce que depuis les années 87 que j'exerce, eh bien, je ne fais que des progrès qui me satisfont davantage et qui me permettent d'ailleurs d'être pleinement au service des autres, avoir l'amour de l'autre, soigner l'autre, donner la vie à l'autre, donner l'espoir à l'autre. On va dire, à l'instar de tous les domaines d'activité, on y rencontre forcément des difficultés. Quelles sont les vôtres? Alors, naturellement, dans chaque métier, il y a des difficultés. Dans ce métier-là, déjà, il faut gérer l'homme. Il faut gérer l'homme, l'homme qui est en souffrance, l'homme qui souffre, l'homme qui a envie de bien vivre, mais malheureusement que la maladie est en train de détruire, la maladie est en train de miner. L'homme qui vient de faire un accident brutal, qui se retrouvait, qui était déjà debout avec toutes ses capacités brutalement, qui se retrouve par terre. Il faut reconstruire cet homme-là. Et toute la difficulté est là. C'est-à-dire, on vous fait confiance, c'est à vous de prouver que vous méritez cette confiance. Et je vous assure, ça, ce n'est pas évident. Et donc, c'est ça la principale difficulté. C'est ça la principale difficulté. Il faut surmonter, il faut redonner de l'espoir à l'autre. Et c'est ce que nous faisons chaque jour dans notre cabinet au centre kiné médical. Vous, quelle est votre spécialité au juste? Alors moi, j'ai fait de la kinésithérapie hospitalière pendant près de 20 ans au CHU de Yopougon. Et puis, progressivement, j'avais déjà mûri mon projet de m'installer en libéral. Donc aujourd'hui, je suis en libéral et je pense que c'est ce qui me sied le plus. C'est-à-dire avec mon expérience que j'ai eue dans les centres hospitaliers, eh bien, je me plais à recevoir mes patients, à les consulter, à dérouler le programme de traitement et à diriger mon équipe. Mais de façon pratique, de façon plus pratique, je veux dire, ça donne quoi? C'est quoi le profil des patients qui s'adressent généralement à vous? Alors les patients, il y en a une grande diversité. Hein, ça va de la tendre enfance jusqu'à la personne la plus âgée avec une diversité de pathologies. Vous avez les personnes qui souffrent de douleurs, les rhumatismes, l'appareil locomoteur, hein, les arthroses, je sais que vous en avez entendu parler. Tout à fait. Hein, les personnes qui ont des postures pénibles au travail ou dans leur secteur d'activité, que ce soit des sportifs, que ce soit des travailleurs de bureau ou que ce soit des personnes âgées, des personnes qui souffrent d'articulation, qui souffrent de muscles. Il y a aussi des personnes qui contractent des déficiences neurologiques, donc des paralysies qui vont, si vous voulez,
les amener à une perte de leur autonomie, la marche, l'appréhension, hein, la station debout. Vous avez aussi des enfants qui peuvent, à la naissance, présenter des troubles de l'appareil locomoteur, donc avec des paralysies à la naissance, suivant tel ou tel motif. Et donc, vous avez aussi des personnes comme ceux qui ont des AVC, alors, des accidents vasculaires cérébraux. Concernant votre épouse, alors, Madame Dadi Gogo, là je m'adresse directement à vous. C'est quoi votre contribution et quel est le rôle que vous jouez au quotidien auprès de votre mari? Alors, merci à tous. Merci Caroline. Je vous en prie. Je suis avec lui, on se déplace ensemble. D'accord. Dans le travail, je l'aide à rédiger les dossiers, on fait la consultation ensemble parce que j'ai fait aussi une formation. Dans quel domaine? Dans le domaine de la médecine. C'est lui qui vous a formé ou vous étiez déjà formé? Non, non, il ne m'a pas formé. On va dire qu'il a eu le nez creux. Il a fait le bon choix. La kinésithérapie m'a formé. D'accord. Donc on travaille ensemble et puis on se déplace ensemble, on fait en fait tout ensemble. Parce que justement, j'étais un peu inquiète puisque, on va dire, tout ce qui a trait à la médecine, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de lecture. Alors je me posais la question de savoir comment est-ce qu'il arrive à se perfectionner, comment est-ce qu'il arrive à vouloir parfaire, on va dire, ses facultés, parce que c'est par la lecture. Alors, s'il n'arrive pas à lire, comment est-ce que ça se passe? Je lis pour lui. Je lis pour lui. En fait, pour ne pas trop exagérer, il connaît tout déjà. D'accord. Il maîtrise, donc lui, il ne fait que me dicter. Et puis, soit je rédige, j'écris pour lui. Ou bien s'il y a un document qui est là, je le fais, je le lis, tout simplement. Et il arrive des fois où vous discutez très chaudement. Si. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, non, je te dis que moi, je vois le truc est devant moi, je te dis c'est comme ça. Effectivement. Mais moi, j'ai l'expérience de la chose, je suis ton chef, je te dis non, que c'est pas comme ça. Ça, c'est tout. Ça arrive. Oui, Jean-Michel. Docteur, à la question de savoir ce que c'est votre spécialité, vous avez répondu kinésithérapie hospitalière. On parle aussi dans la discipline de kinésithérapie passive ou active. Alors, de quoi en est-il vraiment question? Et puis, lesquelles de ces formes-là ou laquelle de ces formes-là est la plus constatée dans vos différentes consultations? Oui, en fait, ça sont des techniques. C'est-à-dire quand on dit kinésithérapie passive, c'est une technique qu'on utilise pour réaliser un soin. Vous avez une personne qui est complètement déficitaire, donc qui n'arrive plus à contrôler ses mouvements. C'est vous qui faites les mouvements à sa place. Ça, c'est une technique passive. Ça, c'est la kinésithérapie passive. La personne est couchée, la personne peut bouger elle-même ses membres. Vous lui demandez d'élever la main, d'ouvrir la main, de fermer le poing. Ça, c'est de la kinésithérapie active. Okay. Voilà, donc c'est technique. Et la passive, comment est-ce que... La passive, c'est ce que je venais d'expliquer. La personne est paralysée, elle est couchée, elle n'arrive pas à réaliser d'elle-même les gestes. Et donc, vous venez, vous réalisez les gestes à sa place. Hein, vous pliez la jambe, parce que si cette personne reste-t-elle dans cette position, elle va s'enraidir, elle va se déformer. Et donc, le rôle du kinésithérapeute, c'est d'aider progressivement cette personne à réaliser, à prendre en charge, au fur et à mesure que son évolution va s'améliorer, à prendre donc en charge le relais de votre geste passif. Sur le volet difficulté, madame, je m'adresse à vous. Moi, je vais poser cette question-là pour les plus pessimistes qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que vous êtes avec lui partout. Bon, est-ce qu'il arrive parfois où certains malades soient réticents? Par exemple, le gars, il vient, on dit, ah, le monsieur qui vient te soigner là, le voilà qui est là, il ne va pas éclairer. Et s'il y a des malades qui disent, ils sont réticents parfois, est-ce que ça arrive? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Tous ceux qui viennent, ils adhèrent, ils sont... Déjà, ils entendent parler de lui, ou alors ils ont entendu parler de lui, et puis ils viennent. Quand ils voient que c'est lui qui est là, automatiquement, ils n'ont vraiment pas de difficulté dans ça. On va dire que son témoignage parle à sa place. Merci infiniment. Ce n'est pas encore terminé. Eh bien, nous aborderons la dernière partie de ce témoignage dans quelques instants avec la présence du sage. Mais avant, voici la pub. Abidjan, I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's going to be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo.
on my Nintendo. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours en compagnie de Monsieur Dali Gogo, qui est kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Eh bien, il est en train de partager avec nous sa belle expérience, malgré ce handicap, malgré, on va dire, cette incapacité. Cela ne l'a pas freiné. Il continue, il fonce tout droit et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs kinésithérapeutes ici à Abidjan. Merci en tout cas d'être là. Merci. Et voilà, vous êtes seul Bien sûr. pour la suite. Alors, je veux dire que, est-ce que ce problème, cette incapacité-là, a été à mettre prise un frein dans votre évolution? Oui, bien sûr que dans toute situation comme celle-là, hein, le handicap a toujours eu un impact négatif à l'évolution, tant dans le domaine des études que comme dans le domaine social en général. Vous avez envie de jouer au football, bon, vous ne pouvez pas, donc vous restez là et puis vous aimez beaucoup le football? Ah oui, moi j'adore le football. Je ne fais qu'écouter à la radio depuis mon enfance. D'accord. Je ne fais que suivre les matchs de football, ça m'intéresse beaucoup. Donc si vous voulez, c'est ça, on ne peut pas tout faire. Mais dans le domaine des études, vous savez, la kinésithérapie, c'est de l'anatomie, hein, c'est de la physiologie, c'est de la biomécanique, ce sont des pathologies. C'est vraiment des études de médecine assez spécialisées. Alors, docteur, s'il vous plaît, vous parlez de ça, j'ai une question qui me vient. La kinésithérapie n'est pas que thérapeutique, elle est aussi préventive. Alors, que faut-il faire pour nous qui sommes à la maison pour éviter de se retrouver dans des problèmes qui exigent qu'on passe forcément voir le médecin? Oui, il faut de l'exercice physique. Il faut pratiquer un peu de sport, il faut faire un peu de natation, il faut faire un peu de marche. Plus souvent les matins, hein? C'est très important. Voilà, il faut... Est-ce qu'il y a des étirements spécifiques à faire? Oui, il y a des étirements, mais absolument, il faut passer par l'exercice physique. Oui, il faut déjà, pour savoir ses limites, il faut se faire examiner. Il faut se faire examiner, il ne faut pas pratiquer parce que l'autre pratique. Hein? Sinon, j'en connais beaucoup qui se cassent un peu, qui se font des ruptures de claquage musculaire, des choses comme ça. Hein? Comme l'autre a fait les 10 km, bon, je le suis. Bon, on y va ensemble et puis le lundi matin, on ne peut pas aller au travail parce que bon, on est couillé. Et donc, il faut faire très attention. C'est vrai que vous avez un très joli parcours. Vous avez même étudié dans des instituts au niveau de Paris. Mais est-ce que cela est vraiment suffisant? Parce que nous, on voudrait savoir ce qui vous différencie, vous, en tant que Dali Gogo, des autres kinésithérapeutes. Mais déjà, c'est l'amour du métier. Hein. Il faut aimer ce qu'on veut faire ou ce qu'on fait. Sinon, on a toujours la tête ailleurs. Bah, les autres vous diront qu'ils aiment ce qu'ils font. Hein. Oui, mais ça n'est pas la même chose. Souvent, c'est un peu ça. C'est à ce niveau que chacun se différencie de l'autre. Ce que moi j'ai à faire, je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Hein, j'ai fait de la biomécanique, ben, je l'étudie à fond. Hein, comment l'appareil locomoteur est organisé, comment les muscles fonctionnent, comment les centres nerveux sont organisés, ça s'apprend. Ça ne se discute pas, ça s'apprend. Mais est-ce qu'il y a une certaine valeur ajoutée ou peut-être des innovations que vous avez apportées dans votre domaine? Oui, effectivement, j'ai fait des études d'entrepreneuriat parce que j'ai compris tout de suite que je ne pouvais pas travailler seul. Et pour ça, il fallait faire des études complémentaires pour réaliser mon projet, par exemple. Donc, du coup, il faut s'asseoir. J'ai fait au moins 2 années d'études entrepreneuriales pour arriver au niveau où je suis. Parce qu'il faut pouvoir réaliser, par exemple, un business plan pour pouvoir solliciter un prêt qui vous permet de réaliser votre projet, qui vous permet d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et tout ça, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les études classiques des kinésithérapeutes. Hein? Alors, j'ai 2 choses à vous demander. Vous allez nous donner donc des conseils à ces personnes-là qui pratiquent déjà le métier, qui sont peut-être novices, mais qui pratiquent quand même le métier. Et puis, en second, à ces étudiants qui souhaiteraient embrasser donc la carrière.
Alors, déjà, pour les confrères qui sont dans le métier, il faut qu'ils sachent que rien n'est parfait. Il faut chaque jour aller à la recherche de nouvelles techniques. Hein. Il faut aller à la recherche, il faut rencontrer d'autres praticiens pour échanger au plan professionnel les innovations, hein, les actualités sur le métier. Et puis, pour les étudiants qui veulent s'orienter dans ce domaine, il faut qu'ils comprennent déjà que ça n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire, il faut s'asseoir pour étudier. On ne dort pas quand on fait ce genre d'études-là. On ne dort pas. Il faut étudier, il n'y a pas de fin. En soi, déjà, ils n'ont qu'à interroger un médecin qui fait au moins 8 années de médecine et qui passe par-dessus, qui en rajoute 4, 5, 6 et qui étudie jusqu'à avoir les cheveux blancs. C'est comme ça en kinésithérapie. C'est comme ça. Il faut être là tout le temps en train de découvrir. Tant que la médecine avancera, la kinésithérapie avancera au même titre. C'est comme ça. Merci en tout cas pour cette édition, un témoignage. Le sage Haïté est avec nous. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Et big up à tous ces anciens étudiants qui nous regardent, qui ne ratent plus l'émission depuis qu'il est là. Alors nous allons le retrouver tout de suite, juste après ceci. Alors, Monsieur Dali Dago, merci pour le soleil que vous apportez à notre grisaille. Merci. Parce que vous êtes vraiment un modèle pour nous. Merci. Parce que votre parcours est édifiant. Merci. Et vous avez perdu la vue, mais vous n'avez rien perdu du tout, puisque ça vous a stimulé. Oui. Vous avez pu faire des études de kinésie. Vous voulez faire de la médecine, mais vous n'avez pas eu l'occasion. Vous avez fait des études parallèles. Donc, la kinésithérapie. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Dès votre retour, vous êtes mis au service de la communauté. Vous étiez à Don-Ouriol, puis après Don-Ouriol, la fonction publique vous a happé. 20 ans durant, vous avez consacré votre vie à la fonction publique. Puis du coup, vous décidez de voler de vos propres ailes. Vous créez votre centre. Non seulement vous créez votre centre, mais ce centre attire tellement de monde qu'aujourd'hui, c'est l'un des centres les plus prisés du pays. Merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Alors, ce que je souhaite, c'est que votre parcours si édifiant inspire bien des personnes pour que le handicap, loin d'être un obstacle, soit plutôt un levier pour pousser les gens à faire beaucoup de choses. Merci. Alors, merci M. Dali. Mais à côté de M. Dali, il y a Mme Dago. Mme Dali, nous vous remercions également pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous êtes en train de faire pour que cela soit. Merci beaucoup et à bientôt. Merci infiniment. Et j'ai envie de dire parole de sage. Merci Sage Haïté, merci à vous pour cette collaboration et merci encore Monsieur Dali pour ce témoignage et merci d'avoir éclairé notre lanterne sur ce domaine d'activité. En tout cas, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors, l'émission se poursuit, mesdames et messieurs, et vous allez garder cette position, nous allons recevoir une dame qui nous vient du Sénégal. Elle est là pour participer à la 4e édition d'Africa Web Festival. Son nom, Karel Vignon-Vulierme, que je vous demande d'applaudir. Karel, ça va? Bien sûr. On est très hospitalier, alors c'est comme ça qu'on reçoit nos invités. Karel, vous allez bien? Merci beaucoup, très bien, merci. Alors, il faut dire que vous êtes journaliste de formation. De formation à la base, effectivement. Blogueuse culinaire. Exactement. Une blogueuse culinaire, elle fait quoi exactement sur son blog? Et ça se voit. Hein? Ça se voit. Non, elle mange. En fait, elle mange.
En fait, j'ai un blog de cuisine sur lequel je partage des recettes en photo et en vidéo, tout simplement. Et je partage avec le monde, via le digital, mon amour de la cuisine, tout simplement. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment c'est venu? Comment est-ce que vous avez rencontré? C'est très étonnant. Il y a encore quelques années, je ne savais pas faire à manger et j'ai appris à cuisiner grâce à Internet. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir apprendre à d'autres personnes à faire à manger. Cuisine du monde, pas forcément la cuisine africaine, la cuisine du monde via Internet. C'est pas juste théorique, hein? Pas du tout. C'est vraiment théorique. En fait, c'est théorique et c'est quand même assez pratique parce que j'essaie de vraiment visualiser les étapes de cuisson des différentes recettes que je propose. Voilà. Et quelle sera donc votre contribution, on va dire, à Africa Web Festival? Alors, j'ai eu la chance l'année dernière de remporter le prix de blogueuse de l'année au Sénégal, de remporter le prix de blog de l'année. Merci. Bravo. Blog de l'année au Sénégal. Et en mars dernier 2017, j'ai été élue influenceuse food d'Afrique francophone. Ce qui fait que ce statut-là aujourd'hui me permet de représenter, disons, ce milieu culinaire digital à l'Africa Web Festival. D'accord. Voilà. Alors, j'ai ouï dire donc qu'ils auront, pour ceux qui vont se déplacer, ils auront donc l'opportunité d'écouter l'intégralité de votre témoignage. Exactement. Aujourd'hui, à 15h, je vais faire une présentation en fait de ma structure, les gourmandises de Karel. D'accord. Karel, c'est moi. Donc, les gourmandises de Karel. Et je vais tout simplement expliquer mon parcours. Depuis 4 ans que je tiens ce blog et depuis 1 an et demi maintenant que c'est devenu mon activité principale. J'ai quitté mon emploi de journaliste pour me consacrer à 100% à ce nouveau métier qui est le blogging et digital. Ça doit être juteux. Alors, parlons peu, parlons bien, comme on dit. En fait, dans ce milieu du digital, il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, moi, j'en vis parce que j'ai des partenariats avec différentes marques qui, justement, me rémunèrent pour avoir une visibilité sur mes plateformes. Donc, c'est comme ça que financièrement, je m'en sors. Mais quand j'ai fait le pour et le contre entre mon blog que je tenais à 10% et mon activité de journaliste. Et en faisant le pour et le contre, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux pour moi et que j'allais beaucoup plus m'épanouir en, justement, me consacrant à 100% à mon blog lesgourmandisesdekarel.com. Des opportunités d'affaires, il y en a, et il y en a partout. Elle vient de nous le prouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Karel, donc rendez-vous à 15h. Rendez-vous à 15h à l'espace Innovation. Merci infiniment. Merci d'être beaucoup à passé vous sur et à notre très plateau. bientôt. Karel Vignon-William, journaliste de formation qui aujourd'hui est à 100% blogueuse culinaire. Et voilà l'occasion qui nous est à présent donnée de recevoir des nouvelles de Jean-Michel. Oui, tout à fait. La bonne nouvelle d'ailleurs, on parlait à l'instant de cuisine. Je voudrais ce midi vous présenter une autre sorte de cuisine, mais toujours en rapport avec le 7e art, le cinéma. Les images seront assez chocs, mais très instructives pour vous. C'est une découverte, celle d'une maquilleuse qui fait ce qu'on appelle dans le milieu du make-up tragique. Allez, découverte pour vous maintenant. Tiens, et si on parlait cinéma aujourd'hui? Quel type de production vous passionne? Le cœur de Titi Chou bat depuis l'enfance pour les films d'animation et d'aventure. Adolescente, elle découvre les films d'horreur et en raffole jusqu'à Destination Finale 5, une fiction trop choc qui la pousse à décrocher. Les vrais passionnés des films d'horreur diront « Oh, c'est que ça !» Non mais, je sais pas, mais Destination Finale m'a fait... Waouh, c'était trop pour moi. Il fallait que j'arrête de regarder les films d'horreur parce que ça commençait à me fatiguer la tête. Aujourd'hui diplômée en économie, comptabilité, maquilleuse professionnelle depuis 2015, elle s'est intéressée, début de cette année, au make-up tragique. Est-ce qu'il y a un élément, une circonstance qui a déclenché cette passion pour une couleur, le make-up? Oui. À la base, les filles sur Instagram. Les filles sur Instagram, elles te font rêver, tout et tout, mais c'est magnifique. En même temps, c'est de l'art, hein. Le maquillage, les costumes, tout. Et c'est plus ça maintenant, quand je regarde les films, c'est plus ça que je vois en fait. C'est plus le côté amusant, le côté d'horreur. Mais c'est comment les gars, ils ont fait pour faire ça. Pour elle, une façon de poursuivre sa thérapie de la peur, des films d'horreur. Il y a 6 mois, elle postait une photo de ses travaux sur les réseaux sociaux. La réaction fleuve et les commentaires lui ont donné du courage et des idées. Titi Chou a accepté de partager avec nous un de ses nombreux petits secrets de fabrication. Comment je fais mon maquillage? J'ai grand brûlé. J'utilise pour la chair la farine, de l'eau,
Pour le faustin, du miel, du café moulu et du colorant alimentaire. Pas besoin de latex, de sang chimique ou de peinture corporelle. Contrairement aux autres professionnels, Titi Chou se distingue par l'emploi de produits simples de notre quotidien. Et au bout de 10 petites minutes, la mixture est prête. Le miel apporte son onctuosité, le café moulu sa noirceur, le colorant alimentaire jette du sombre, les fonds de teint rajoutent des nuances de drame. Make-up tragique, make-up magique. Une question d'art et de technique qui ont valu à cette jeune maquilleuse beaucoup de clients à la dernière fête d'Halloween et déjà des sollicitations pour des projets cinématographiques. Le résultat est là, on y prend même du léger froid. Son make-up tragique, c'est l'illusion du drame qui a pourtant une bonne saveur d'aliment. C'est comme de la cuisine autrement, une cuisine au service du 7e art. Image horrible certes, mais rassurante pour l'avenir du cinéma ivoirien, car de nouvelles vocations comme Titi Chou servent une créativité qui nous promet du grand frisson. Wow. Merci. Quel talent. Quel talent, il s'appelle Diado Getty Dion. Et félicitations à elle. C'est une façon de démontrer que dans le 7e art ivoirien, il y a une relève, il y a de nouveaux talents, il y a une nouvelle créativité. Et donc, qu'est-ce qu'elle utilise à la farine, oui, le chocolat? des produits alimentaires, ce qui est assez exceptionnel dans ce milieu, parce qu'en général, les professionnels maquilleurs, make-up, enfin de make-up tragique, utilisent plutôt des produits plus chimiques pour donner l'illusion. Donc là, c'est des produits lapables qu'on peut laper dans le film. Dans les films d'horreur, on peut laper la blessure au lieu de que ce soit le produit chimique. C'est dégueu, Philo, s'il te plaît, il est midi là. Arrête, arrête. Merci beaucoup, Jean-Michel. Au commencement, parce que moi. Ô homme, sache que c'est moi qui te porte. Combien de temps encore vais-je souffrir? Ô homme, combien de temps vais-je être encore sacrifié sur l'autel par des comportements iniques? Pendant combien de temps, homme, vas-tu me dénigrer, me rabaisser? Je suis plus qu'un trésor. Je suis la vie et je me cherche des amis. Peu importe ta race, peu importe ta religion, peu importe ton appartenance, peu importe, peu importe, peu importe. Viens et plaide dans notre cause afin qu'aucun homme ne vende un autre homme à l'esclavage. Au nom de la vie, disons non aux attaques. Non à l'esclavage, non à la haine. Oui, au nom de la vie, disons oui à l'amour, oui au bonheur, oui à la solidarité. Hommes de la terre, au nom de la vie, désarmons nos cœurs et sourions à la vie. Bravo. Merci. Gisèle Kouakou est donc actrice de cinéma. Vous l'avez peut-être reconnue, elle a joué dans Docteur Boris, La Villa d'à côté et bien d'autres films. Et la transition est toute trouvée pour recevoir sur ce plateau le docteur Druzy Cabran. Elle est endocrinologue au CHU de Yopougon. Docteur Druzy Cabran est notre invitée. Elle est amie de la vie. Et avec elle, nous allons parler donc des activités de cette ONG. Merci beaucoup. Qui sont donc nombreux dans ce studio. Et voilà, la mission donc des Amis de la Vie, c'est de travailler, on va dire, à la préservation de la vie, au respect de la dignité humaine, au respect de la vie. Et aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau, docteur. Bonjour et bienvenue sur C'est Midi. Merci Caroline. Bonjour à tout un chacun. Nous sommes là tout simplement parce que la vie... Tout à fait. Oui. On a pu célébrer les mères, on a pu célébrer les enfants, on a pu célébrer nos anniversaires. Mais ce qui nous porte et qui nous donne de faire ces choses-là, pourquoi ne pas la célébrer?
Voilà pourquoi la vie crie « Je veux des amis ». Tout à fait. Je veux des amis. Alors, on remarque que vous êtes très actifs. Enfin, je aussi. Sur la toile et partout au niveau des médias. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir quand même un aperçu de vos activités annuelles? Oui, l'ONG Les Amis de la Vie qui a cette mission ô combien noble de promouvoir le respect, la sensibilisation autour de cette valeur qui nous réunit nous tous ce matin, la vie, a mené pour cette année 2017 des actions d'envergure. J'ai dit d'envergure parce que c'est la seule ONG qui a été comptée au nombre des participants au 8e jeu de la francophonie cette année qui s'est déroulé ici même à Abidjan. Nous n'avons pas attendu la date de la célébration mondiale de la journée de la vie pour organiser des activités qui, pour apporter des soins gratuits, des médicaments tout à fait gratuits aux populations vulnérables et ce, en direction de la région de Tia-Salé. Nous avons eu comme point d'ouverture à nos célébrations pour cette année, le 30 octobre dernier, à l'hôtel de district, sous la présidence de notre ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Protection de l'Enfant, le ministre Marietou Koné et le ministre de la Justice, qui était le parrain de l'ONG, le parrain de la cérémonie. Nous avons pu ensemble donner le la pour la célébration. Le ministre Amicha, plutôt, Amicha, qui était oui, le parrain. Qui était le parrain, oui, pour cette célébration, ministre des Sports et Loisirs. Donc nous avons fait l'ouverture mondiale de la célébration de la Journée mondiale de la vie. Donc histoire de rappeler à tout un chacun que le 30 octobre, c'est le jour de la célébration de la vie. Et c'est parti d'Abidjan, c'est parti de l'Afrique, pour que tout un chacun, toute l'humanité s'arrête pour réaliser que ceci ou cela, parce qu'on est en vie. Donc plus besoin de clivage, plus besoin de prendre une arme contre son voisin, plus besoin de vendre son semblable. Parce qu'en le regardant, on se voit. C'est vraiment d'actualité. Tout à fait. Quand on voit tout à fait. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et tout à l'heure, nous avons été bien introduits en disant, peu importe ta couleur, peu importe ta situation sociale, peu importe qui tu es ce que tu es parce que tu vis. Tout à fait. Parce que celui qui ne vit pas, celui qui a été ramené quelque part, il ne peut pas se lever de là-bas, qui a été enterré, je veux dire. Il ne peut pas se lever de là-bas pour dire que moi je suis RDA, moi je suis LMP, ou moi je suis Bien blanc, sûr. ou moi je suis plus nanti que toi. Tout à fait. Alors, il est enterré. Il y a un thème Voilà. qui est développé, désarmons-nous, sourions à la vie. Oui, sourions à la vie parce que l'atmosphère dans laquelle on a été plongé tout récemment encore, ou il y a quelque temps, n'était pas à la gaieté, hein, n'était pas à la joie, n'était pas à l'humour. Et donc, avec l'ONG Les Amis de la Vie, nous voulons que toute la Côte d'Ivoire et toute la communauté des vivants puissent sourire. Parce que le sourire, on ne le sait peut-être pas, le sourire, il est inné. Et c'est dans cette lancée-là que vous avez initié cette chaîne de solidarité, voilà, qui va donc permettre aux personnes les plus vulnérables les moins nantis, de recevoir... les plus vulnérables, les personnes handicapées, les enfants en manque d'amour, les enfants délaissés, de recevoir quelque chose de nous, quelque chose de vous. Et cette chaîne de solidarité a démarré depuis le 30 octobre et doit s'achever entre guillemets, parce qu'elle se poursuivra toute l'année durant, doit s'achever le 2 décembre. Et donc, c'est l'occasion de lancer l'appel à toute personne physique ou morale pour venir pour venir participer à cette chaîne de solidarité-là, au nom de sa société, au nom de son association, en son nom personnel, pour que des moins nantis que Vous avez quand même beaucoup de chance, hein, parce que nous avons aujourd'hui le temps. C'est rare quand même le temps à ces midi. Alors, la vie, le 2 décembre, du côté de Canal-au-Bois, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Oui, le 2 décembre, nous donnons rendez-vous à la population abidjanaise. D'accord. Et ceux qui pourront faire le déplacement sur Abidjan, parce que la vie concerne tout le monde, donc ceux qui pourront descendre sur Abidjan, il y a un rendez-vous. À l'espace Canal-au-Bois. D'accord. Ce sera l'occasion de faire ces dons-là à des ONG et ce sera l'occasion de célébrer et de crier notre joie d'être en vie
avec des artistes de grands noms qui ont donné le la justement pour nous accompagner. Et je veux citer pêle-mêle Abou Nidal, je veux citer le DJ de renommée internationale Philo Inter, je veux citer aussi Nash et bien d'autres personnes qui ont voulu être avec nous. Merci des prestations d'artistes, des Merci prestations beaucoup. vraiment... Docteur Druzy Cabran, je rappelle que vous êtes endocrinologue. Voilà, j'y arrive. Ochu de Yopougon et aussi diabétologue. Bien sûr. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de ce midi. Et vous avez entendu beaucoup de bruit dans ce studio. C'est donc le fait de cette ONG parmi nous, les Amis de la Vie. Et aussi, nous avons avec nous les ressortissants de la région du Boukani. Merci. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Et voilà, on va tous se lever. Et c'est sur ces notes de balafon que nous, ici, on va célébrer la vie à notre humble niveau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci.